Pendant des années, la boucle était restée parfaitement stable. Toutes les 22 minutes, le même scénario recommençait. Des combattants venus de toutes les réalités s'affrontaient, encore et encore. Pour l'Institut onirique, tout était sous contrôle, jusqu'au jour où quelque chose apparut dans le ciel. Au départ, personne n'y prêta vraiment attention. Une simple étoile filante, une lumière qui traversait lentement le ciel de l'île. Mais de jour en jour, elle grossissait, elle se rapprochait, et bientôt, il ne faisait plus aucun doute. Ce n'était pas une étoile, c'était une météorite. Dans les profondeurs obscures de l'espace, mystère et danger vont bientôt entrer en collision. Le monde ne sera plus jamais le même. Préparez-vous à l'impact. Personne ne savait ce qu'elle transportait. Personne ne connaissait son origine. Même l'Institut onirique semblait incapable d'expliquer ce phénomène. Mais une chose était certaine, cette météorite allait bouleverser à jamais l'histoire de Fortnite. Au cœur du cratère reposait une capsule métallique. À l'intérieur se trouvait un être que personne n'avait encore rencontré. Le premier membre d'un groupe qui allait changer le destin de la réalité zéro. Le Visiteur. Mais cet être mystérieux n'en sortit pas immédiatement, car l'Institut onirique était déjà sur place. Ses agents avaient entièrement bouclé la zone. Personne ne devait approcher la météorite, personne ne devait découvrir ce qu'elle renfermait. Pendant des jours, scientifiques et soldats étudièrent la capsule et ils ignoraient encore qui se trouvait à l'intérieur. Mais une chose était certaine, si cette créature était arrivée jusqu'ici, alors elle représentait potentiellement une menace pour la boucle. Et pendant ce temps, loin du cratère, loin de l'Institut onirique, qui, par ailleurs, mettait toute son attention sur cette météorite venue d'ailleurs, la vie continuait sur l'île. Les boucleurs avaient d'autres préoccupations. Et cette fois-ci, ils avaient décidé de réaliser quelque chose d'assez particulier. Un film. Oui. Un film. On dirait que se foutre sur la gueule, ça les a ennuyés. Alors, chaque boucleur prenait un parti, prenait un rôle, un camp. D'un côté, nous avions Carburo, le héros. Et de l'autre, nous avions Oméga, le grand méchant de l'histoire. Des bases secrètes apparaissaient sur l'île, des caméras étaient installées, des décors sortaient de terre, et au sommet de la montagne, du méchant, trônait une immense fusée. Une fusée qui est très familière pour les joueurs de Fortnite d'aujourd'hui. Oui, enfin, une fausse fusée. Pour l'instant, un simple décor de cinéma. Mais c'est ce que tout le monde croyait. Les jours passèrent, les scènes furent tournées, les acteurs rentrèrent chez eux, enfin, chez eux dans les petites villes, car oui, ils n'avaient que 22 minutes. Mais à chaque fois, ils écrivaient le script et le laissaient au même endroit. Alors du coup, les réalisateurs se souvenaient grâce au script qu'ils étaient réalisateurs, ainsi que pour les acteurs. Les caméras s'éteignirent et le film était terminé. L'île retrouvait peu à peu son calme. Et voici le résultat.
Mais pendant que les boucleurs célébraient la fin de ce tournage, quelqu'un préparait déjà autre chose. Car le prisonnier de la météorite avait disparu. Le visiteur s'était échappé. Les agents de l'Institut onirique fouillaient désormais toute l'île. Ils connaissaient cet individu. Ils savaient qu'il n'était pas là par hasard. Et surtout, ils savaient ce qu'il risquait de provoquer. Rapidement, le visiteur remarqua quelque chose. Les boucleurs avaient déjà construit tout ce dont il avait besoin. Une base secrète, un laboratoire et surtout, un échappatoire. Un véhicule. Une fusée. Une fusée qui n'était censée être qu'un accessoire de cinéma, un simple décor. Mais pour le visiteur, c'était une opportunité. Alors, il s'installa dans l'antre d'Oméga. Il détourna les installations, modifia les plans, réécrivit entièrement la fonction de la fusée. Car l'impact de la météorite n'avait pas seulement amené le visiteur, il avait aussi laissé derrière lui quelque chose d'autre, d'étranges fragments de roches, chargés d'une énergie inconnue. Le visiteur retourna alors au cratère, récupéra ses pierres et les utilisa pour alimenter sa machine. Il ne voulait pas conquérir l'île, il ne voulait pas attaquer la boucle, il voulait simplement repartir. Mais ce départ allait provoquer l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de Fortnite. Le 30 juin 2010, le premier live event de Fortnite Battle Royale. La fusée décolla. Le visiteur était parti, mais la cicatrice qu'il avait laissée derrière lui, elle, était toujours là, suspendue au-dessus de l'île, grandissante, vivante, comme si la réalité elle-même peinait à se refermer. La boucle était pour la première fois, pour la toute première fois, fracturée, déstabilisée. Puis, les premières anomalies commencèrent. Des objets disparaissaient, des morceaux de réalité semblaient s'effacer, puis réapparaître ailleurs, comme si l'île échangeait peu à peu des fragments d'elle-même avec d'autres mondes.
Un homme de notre réalité. Un homme qui n'avait jamais entendu parler du point zéro, jamais entendu parler de la boucle, ou même de l'Institut onirique. Son nom, Nomade. En quelques secondes seulement, sa vie entière disparut derrière lui. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il était seul. Mais, heureusement pour lui, rapidement, il fut accueilli par 3 boucleurs devenus inséparables. Terreur Fluo, Experte des câlins et Rex. Tous 3 semblaient parfaitement connaître cette île, inconnue pour Nomade, comme s'il y avait toujours vécu. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'ils n'étaient peut-être pas simplement des habitants de la boucle. Terreur Fluo et Experte des câlins ressemblaient étrangement à une certaine Ramirez, une héroïne venue d'une autre réalité, la réalité de sauver le monde. La réalité d'où Geno a récupéré la tempête de Fortnite pour pouvoir bloquer les boucleurs et réduire la zone afin qu'il n'en reste qu'un. Quant à Rex, il rappelait étrangement un visage familier, celui de l'agent Jones, l'un des plus anciens agents de l'Institut onirique et l'un des plus fidèles, comme si le point zéro avait laissé derrière lui des copies, des fragments, des échos d'individus venus d'autres réalités, des snapshots. Pendant plusieurs jours, les 4 nouveaux amis parcoururent l'île ensemble. Ils jouèrent au mini-golf, organisèrent une pool party à Paradise Palm, découvrirent la collection de dinosaures de Rex, et visitèrent même le mystérieux Tomato Temple apparu récemment sur l'île, après la déstabilisation de la boucle. Pour eux, tout cela ressemblait presque à des vacances. Enfin presque. Car pendant ce temps, la faille au-dessus de leur tête continuait lentement de se charger d'énergie, et quelque part, dans l'omnivers, quelque chose observait. Car Geno n'était pas le seul à convoiter le pouvoir du point zéro. D'autres le voulaient aussi. D'autres observaient cette énergie avec envie, avec ambition. Puis, sans prévenir, le ciel se déchira. Un cube, immense, silencieux, violet. Les habitants de l'île lui donnèrent rapidement un nom, Kevin. Très vite, l'Institut onirique réagit. Des exécuteurs furent envoyés afin d'analyser cette étrange apparition. Leur mission était simple. Comprendre ce qu'était Kevin, le contenir ou même le détruire si c'était nécessaire. Mais chaque tentative échoua, chaque tir, chaque attaque, chaque projectile, le cube renvoyait tout comme un miroir vivant. Comme s'il refusait catégoriquement qu'on l'approche. Puis, Kevin commença à avancer. Lentement, méthodiquement. Comme s'il suivait une route déjà tracée, et sur cette route, il croisa celle de nos 4 boucleurs préférés. Mais quelque chose était étrange. Kevin ne semblait pas intéressé par Nomade. Non, le cube semblait observer une seule personne, dont le visage était découvert. Terreur Fluo. Comme s'il la reconnaissait, comme si derrière ce visage, il voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui venait d'une autre réalité, qu'il reconnaissait. Ramirez. La véritable Ramirez, la combattante de sauver le monde, comme si le cube connaissait déjà cette réalité, comme s'il y avait déjà laissé son empreinte. Car oui, l'énergie du cube ressemblait très étrangement à l'énergie de la tempête. Mais pendant ce temps-là, dans la réalité de sauver le monde, Ramirez et ses amis doivent contenir l'énergie de la tempête avec le plus de renfort possible. Car un énorme monstre sort des entraves de la planète. Celui qui était au centre de cette tempête, celui qui l'avait provoquée.
Le roi de la tempête. Alors, Ramirez et ses amis utilisaient leur force pour attaquer le roi de la tempête. Et quand ils avaient réussi, ils observa que le roi de la tempête s'était transformé en... cube. Puis vinrent les visions, des murmures, des images, des cauchemars. Quelque chose appelait Terreur Fluo, quelque chose cherchait à entrer en contact avec elle, ou peut-être à la transformer. Puis, un jour, une nouvelle présence apparut, une autre version d'elle-même, plus sombre, plus froide, plus inquiétante. Terreur obscure. Un nouveau snapshot, créé non pas par le point zéro, mais par Kevin lui-même. Alors une question apparut immédiatement. Si Kevin était capable de créer des snapshots, possédait-il lui aussi une partie du pouvoir du point zéro? Et surtout, d'où venait réellement ce cube? Kevin poursuivit alors son étrange voyage, lentement, inlassablement, comme s'il suivait un chemin précis. À chacun de ses arrêts, il grava une immense rune dans le sol. Personne ne comprenait leur signification. Même l'Institut onirique semblait incapable d'expliquer ce qu'il était en train de préparer. Puis, Kevin atteignit enfin le centre exact de l'île, Loot Lake. Le lac le plus mystérieux de toute la boucle. Sans prévenir, le cube s'enfonça lentement dans les profondeurs. Son énergie se répandit dans toute l'eau. Comme il avait corrompu Terreur Fluo, il corrompit désormais Loot Lake lui-même. Puis, plus rien. Le cube avait disparu. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Car quelques jours plus tard, quelque chose s'éveilla. L'île entière venait de changer, en tout cas celle de Loot Lake. Là où Kevin avait disparu, une immense île flottante venait de s'élever dans les airs, et au cœur de cette île, le cube était de retour. Mais il n'était plus le même. Comme attiré par une force invisible, l'île du cube parcourut lentement la boucle. À chacun des emplacements où Kevin avait gravé une rune, elle s'arrêtait quelques instants, puis absorbait leur énergie, encore et encore. Jusqu'au jour où elle revint au-dessus de Loot Lake. Mais cette fois, Kevin ne corrompit plus seulement le lac. L'énergie qu'il avait récupérée lui avait permis de corrompre toute la boucle. Une étrange énergie violette commença alors à envahir
l'île entière. Des fragments du cube apparurent un peu partout. Puis, des créatures surgirent de la tempête, des monstres, des zombies, des êtres venus d'une autre réalité. La réalité de sauver le monde. L'énergie du cube semblait capable de relier les mondes entiers. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Comme le point zéro? Mais ce n'était que le début. Au centre de Loot Lake, Kevin commença à se désagréger. Son énergie se déversa dans un immense vortex, comme s'il nourrissait quelque chose, comme si, sous le lac, quelque chose attendait depuis le début. Puis, sans le moindre avertissement, tout explosa. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Cet endroit, ce n'était plus la boucle, ce n'était plus l'île, c'était autre chose. Pour la première fois, les boucleurs venaient d'apercevoir un lieu situé au-delà de leur propre réalité. Un endroit baigné d'une énergie infinie, un endroit où flottait un étrange papillon. Comme si cette créature cherchait à nous guider, ou peut-être à nous avertir. Le cube avait disparu. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Son explosion avait laissé derrière elle bien plus que quelques fragments violets. Elle avait provoqué une onde de choc qui avait traversé la boucle, franchi ses frontières et atteint quelque chose de bien plus lointain.
Très loin, au-dessus de la réalité zéro, là où aucun boucleur n'avait jamais posé les yeux, une immense lune glacée venait d'être frappée par cette énergie. Sa surface se fissura, puis un morceau entier se détacha. Un iceberg gigantesque venait d'entamer sa descente vers l'île. L'iceberg venait de s'écraser contre la boucle. À son sommet se dressait Polar Peak, une forteresse gigantesque. Et surtout, le château de son souverain, le roi des glaces. Contrairement à Geno ou aux visiteurs, ce roi ne cherchait pas à contrôler le point zéro. Il était connu pour une toute autre raison. C'était un collectionneur. Au fil des siècles, il avait accumulé des reliques capables de changer le destin de monde entier. Parmi elles, une arme légendaire. La lame de l'infini. Une épée si puissante qu'elle pouvait terrasser des armées entières. Mais cette épée n'était pas son trésor le plus dangereux. Son véritable trophée respirait encore. Sous les fondations mêmes de Polar Peak se trouvait une immense prison de glace. Et à l'intérieur était enfermé son pire ennemi. Le roi du feu. Le seul être que le roi des glaces n'avait jamais réussi à vaincre définitivement. Sur la lune glacée, la glace ne fondait jamais. Sa prison était éternelle. Mais ici, sur l'île, tout était différent. Jour après jour, la chaleur de la boucle faisait lentement craquer sa prison. Le roi des glaces comprit immédiatement ce qui allait arriver. Il lui fallait agir. Pendant que les boucleurs continuaient leur vie sans comprendre ce qui se préparait, le roi des glaces envoya son bras droit parcourir l'île. Le sergent Frimas. Sa mission était simple, trouver une nouvelle source de puissance. Et c'est à Loot Lake, parmi les derniers fragments laissés par Kevin, qu'il la trouva. L'énergie du cube n'avait pas totalement disparu. Le fragment fut rapporté au château et très vite le roi des glaces lança son rituel. Le roi des glaces venait de condamner la boucle à un hiver éternel. Du moins, c'était ce qu'il croyait, car la boucle n'était pas faite pour rester figée. L'Institut onirique ne pouvait pas laisser un étranger modifier ainsi leur terrain d'expérience. Peu à peu, ils commencèrent à réchauffer l'île. La neige recula, les glaces fondirent, et avec elles, la prison du feu. Le roi des glaces comprit que la boucle n'était pas libre, que quelque chose les surveillait et contrôlait cet endroit. Mais le roi du feu était libre, après des siècles d'emprisonnement. Affaibli, il chercha immédiatement l'endroit le plus chaud de toute l'île.
Paradise Palm. C'est ici qu'il entreprit un étrange rituel. Jour après jour, il récupéra les flammes qu'on lui avait arrachées. Et lorsque toute sa puissance fut retrouvée, il frappa le sol. La terre trembla, puis un volcan surgit au cœur même de la boucle. Deux rois, deux puissances, la glace, le feu, tout semblait annoncer une guerre. Et pourtant, le roi des glaces n'attaqua jamais son ancien ennemi. Comme si quelque chose de bien plus important retenait toute son attention. Quelque chose caché sous Polar Peak. Mais, comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle faction fit son apparition. Des voiles commencèrent à apparaître à l'horizon, des canons, des drapeaux noirs, des pirates. Eux ne cherchaient ni le point zéro, ni le cube, ni la boucle. Ils étaient venus pour un trésor. Et leur arrivée allait déclencher une toute nouvelle aventure. Le chaos régnait désormais sur toute la boucle. En seulement quelques semaines, l'île avait complètement changé de visage. D'un côté, le roi des glaces contrôlait toujours Polar Peak. De l'autre côté, le roi du feu venait d'établir son royaume autour du volcan. Et comme si cela ne suffisait pas, des pirates avaient eux aussi jeté l'ancre sur l'île, persuadés qu'un trésor légendaire s'y cachait. Jamais auparavant, autant de factions n'avaient cohabité au même endroit. Pour l'Institut onirique, la situation devenait incontrôlable. Alors, la boucle n'était plus le terrain d'expérience parfaitement maîtrisé qu'elle avait toujours été. Elle leur échappait. Pendant ce temps, à Loot Lake, les scientifiques de l'Institut prirent une décision radicale. Depuis l'explosion de Kevin, des fragments du cube continuaient d'émettre une énergie inconnue, une énergie qui se trouvait juste au-dessus du point zéro. La même énergie qui avait déjà corrompu Terreur Fluo, ou même qui avait créé l'île flottante, ou même l'énergie qui avait ouvert l'entremonde à nos boucleurs. Cette fois, ils refusèrent de prendre le moindre risque. Des hélicoptères arrivèrent, des dizaines d'agents furent déployés et Loot Lake fut entièrement sécurisé. Puis, les scientifiques commencèrent à creuser, encore, toujours plus profondément, jusqu'à construire une immense chambre souterraine destinée à protéger le point zéro. Le Vault, le coffre-fort du Nexus. Les boucleurs observaient tout cela sans comprendre. Pourquoi protéger cet endroit? Et pourquoi tant de soldats? Et qui était-ce? Et pourquoi cet immense chantier? Depuis l'arrivée de Kevin, Loot Lake semblait être devenu le centre de tous les phénomènes impossibles, comme si quelque chose d'encore plus important se cachait sous leurs pieds. Puis l'impensable arriva. Les boucleurs réussirent à ouvrir le Vault.
Attendez, nous venons d'y retourner? Cet endroit, nous l'avions déjà vu, l'entremonde. Mais cette fois, nous étions allés encore plus loin. Pour la toute première fois, les boucleurs contemplaient le point zéro, la source même de toute la boucle et de tout l'univers. Et juste à côté, un mystérieux casque reposait seul, comme si quelqu'un venait tout juste de quitter les lieux. Sans que personne ne le sache encore, ce casque appartenait à celle qui protégeait le Nexus, la singularité. Une agente de l'Institut onirique. Mais pendant que tous les regards étaient tournés vers Loot Lake, un autre personnage allait marquer l'histoire de Fortnite à jamais. Banane! Au départ, il n'était qu'un simple boucleur parmi tant d'autres, mais très vite, il se lia d'amitié avec Jonesy, le premier snapshot de l'agent Jones. Tous les deux parcoururent l'île et explorèrent les nouveaux paysages. Ils survécurent ensemble. Ils firent équipe et sans même s'en rendre compte, ils allaient devenir les deux personnages les plus emblématiques de Fortnite. Mais pendant ce temps, le roi du feu préparait sa vengeance. Profitant du fait que tous les boucleurs avaient quitté Polar Peak, il lança une pluie de roches volcaniques sur toute l'île. Le futur était arrivé. Neo Tilted remplaçait désormais les ruines de Tilted Tower. Une immense statue dominait désormais la ville. La singularité étrange. Son casque ne se trouvait-il pas quelques instants plus tôt à côté du point zéro? Mais ailleurs, à Polar Peak, quelque chose venait de se réveiller. Un immense œil apparut sous les glaces. Puis, une créature gigantesque s'échappa de sa prison. Le dévoreur, Catus. Depuis des siècles, cette créature avait été enfermée par le roi des glaces, non pas parce qu'elle voulait conquérir la boucle, mais parce qu'elle recherchait quelque chose de bien plus précieux, le point zéro. Tout comme Geno ou Kevin, ou d'autres avant eux, Catus voulait lui aussi s'emparer de cette énergie infinie, mais cette fois, l'Institut onirique décida d'intervenir directement. Au cœur du volcan, une gigantesque structure commença à être assemblée. Jour après jour, pièce après pièce, une arme prenait forme. Un mecha, le dernier rempart contre Catus. Mais ce que l'Institut ignorait, c'était qu'ils n'étaient pas les seuls à préparer un plan.
Et oui, depuis le départ du visiteur, les 7 n'avaient jamais cessé d'observer la boucle, et cette fois, l'un de leurs membres était revenu, le paradigme. Au dernier instant, elle remplaça discrètement la singularité aux commandes du mecha, et pendant que le visiteur et le scientifique retenaient les forces de l'Institut, le paradigme se préparait à livrer le combat le plus important de toute l'histoire. À tout le personnel de l'IO, veuillez évacuer. À tout le personnel de l'IO, veuillez évacuer. La mission sera menée par la meilleure capitaine de méca de toutes les réalités. Si on ne l'arrête pas rapidement, toute vie sur l'île sera éradiquée. Paradigme, la passerelle est à toi. Préparation de la séquence de lancement. Équipage, à vos postes.
touchés. J'entame la plongée. Préparez les manœuvres d'esquive. On est à sec. Tous les systèmes sont touchés. On n'ira pas loin si on répare pas d'abord. J'adore donner des coups de main. J'arrive pas à croire que ça marche. Le dévoreur fut vaincu, mais la victoire avait un prix. Pour l'abattre, le paradigme avait dû utiliser directement l'énergie du point zéro, et ce simple geste allait condamner toute la réalité. Le point zéro était désormais instable, il n'allait plus tarder à exploser. Mais les Sept avaient déjà anticipé cette catastrophe. Depuis le tout début, leur plan ne consistait pas à vaincre Catus, leur véritable objectif était de sauver les boucleurs, avant que le point zéro n'emporte absolument tout. Le temps lui-même allait bientôt s'arrêter et le dernier chapitre de cette histoire pouvait enfin commencer.
Le Nexus devenait de plus en plus instable. Les réalités commençaient à se mélanger. Des lieux du passé réapparaissaient, la météorite revenait et même l'île du cube était de retour. Des failles s'ouvraient de partout, le temps lui-même semblait avoir cessé d'exister, la boucle était en train de s'effondrer. Mais pendant que le point zéro sombrait dans le chaos, quelqu'un préparait déjà la contre-attaque. Arrivé avec la nouvelle météorite, le scientifique depuis son laboratoire enregistra une série de messages destinés aux boucleurs. Il savait que le temps était compté. Il savait également que ce qui allait suivre déciderait du destin de la réalité zéro tout entière. When I hear this again, will it help me remember? Or once looped, will I be just as muted as the others? What the 7 of us are attempting is very risky. I suspect they are not the only ones watching, but it must be done or we lose the bridge forever. The Galactic Theorem was a success. You arrived outside the loop at the exact moment of expansion. This effectively paused the singularity, giving us time to create the devices needed to synchronize the junction. What I didn't factor was that the only way to trigger the device was from within the loop itself. Thus this hasty and primitive recording. And why now I find myself looped. Activate the beacon at precisely the moment this timer reaches nothing. The 0 point must be contained once more. If they are correct, it will be the end. À mesure que les messages étaient diffusés, le plan des 7 prenait forme. Le visiteur et le scientifique qui étaient les seuls sur l'île, ainsi que les autres membres des 7 hors boucle, tous étaient enfin prêts. Depuis des années, ils préparaient cet instant. Leur objectif n'avait jamais changé. Mais quelque chose manquait à l'appel. Paradigme n'était toujours pas revenu à la base. Les 7 commençaient à s'inquiéter, mais ils n'avaient pas le temps d'attendre. Leur objectif n'avait jamais changé. Empêcher l'Institut onirique de continuer à utiliser les boucleurs comme des simples cobayes. Car contrairement à l'Institut, les 7 voulaient les sauver, même si cela signifiait sacrifier la boucle elle-même. L'Institut onirique ne fit rien, ou presque. Car pour eux, les boucleurs étaient remplaçables, et si cette boucle disparaissait, alors ils en construiraient une autre. Si cette île était détruite, ils recommenceraient ailleurs. Une vie de plus ou une vie de moins, cela ne changeait rien à leurs yeux. Mais pour les 7, chaque boucleur méritait d'être sauvé. Alors, le plan commença.
Le silence. Plus d'îles. Plus de boucles. Plus de point zéro. Seulement un trou noir. Pendant plusieurs jours, plus rien n'exista. Le chapitre 1 venait de s'achever. Tout avait été réduit au néant. Mais en réalité, ce n'était pas la fin, mais seulement le commencement d'un nouveau monde. Fortnite chapitre 2. Car pendant que tout le monde pensait que Fortnite était terminé, l'Institut Onirique préparait déjà sa prochaine expérience. Une nouvelle île, une nouvelle boucle, une nouvelle histoire, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors restez branchés, car le chapitre 2 est rempli d'histoires, même beaucoup plus que le chapitre 1. Oui, je sais, le chapitre 2 est peut-être même le chapitre le plus rempli de l'histoire. Même Batman vient s'incruster dans l'histoire. Alors je ferai de mon mieux pour vous rapporter ce prochain épisode, l'épisode 2. Mais je ne vous promets pas de le sortir la semaine prochaine. En tout cas, si ce documentaire, si ce petit film vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, pour que vous puissiez bien regarder dans de bonnes conditions l'épisode 2, j'espère que vous vous porterez bien. Alors d'ici là, je vous dis au revoir.